Et on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez décidé ce matin de revenir sur l'entretien que Pierre Brochand, l'ancien directeur de la DGSE, a accordé le week-end dernier à nos confrères du Figaro Magazine au sujet du risque de dislocation de la France en raison de l'immigration de masse qu'elle subit depuis des décennies. Oui Liselotte, oui Richard, j'ai souhaité revenir sur cet entretien car j'ai eu le sentiment en le lisant que tous les Français devaient prendre connaissance de ce texte, qui est en réalité un cri d'alarme lancé aux Français pour les sortir de leur léthargie et leur désigner les véritables périls qui menacent le pays. Pour le dire autrement, dans une période où la classe politique dirigeante donne le spectacle navrant de sa médiocrité, de son absence de dignité, ce texte tranche par sa vérité et sa hauteur de vue. Mais je dois d'abord vous présenter Pierre Brochand. Vous l'avez dit, Pierre Brochand est l'ancien directeur de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire les services secrets français. Or, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, le métier d'espion ne consiste pas tant à espionner qu'à analyser. Les membres des services sont avant tout des analystes, chargés de scruter le monde tel qu'il est, sans biais idéologique, afin d'y déceler bien sûr les menaces pour la sécurité du pays. Et en l'espèce, Pierre Brochand a utilisé les méthodes d'analyse de la DGSE, mais en les appliquant cette fois non à des pays étrangers, mais à la France elle-même, et le constat est glaçant. Selon l'ancien patron de la DGSE, le principal péril qui menace la France est celui d'une dislocation et d'une régression en raison de l'immigration de masse qu'elle subit depuis des décennies. Le premier constat que dresse Pierre Brochand est celui d'une évidence soigneusement niée par la classe politique, l'évidence du nombre bien sûr, qui en réalité change la nature même de l'immigration. Après avoir rappelé que la démographie est l'indicateur le plus fiable des temps futurs, Pierre Brochand prédit que nous nous acheminons vers une inversion de majorité ethnique et religieuse dans notre pays. Si les dynamiques migratoires et démographiques ne s'inversent pas, nous nous dirigeons donc vers une France à majorité africaine et musulmane bien avant la fin de ce siècle. Autrement dit, Pierre Brochand rejoint ici le constat de l'écrivain Renaud Camus, le grand remplacement n'est pas un mythe, n'est pas une théorie du complot, il est un processus en cours de réalisation sous nos yeux. Et pour Pierre Brochand, il ne faut se faire aucune illusion. Ce bouleversement ne sera ni paisible, ni débonnaire. Pour imaginer l'avenir que ce processus nous réserve, il invite d'ailleurs les Français à observer tout simplement les quartiers où ce processus est déjà accompli. Les fameux territoires perdus de la République, car ils sont, dit-il, la vitrine de ce qui nous attend. Et de préciser, on retrouve dans ces quartiers les réminiscences des pays de départ, dont aucun n'est démocratique, développé et égalitaire, incivisme, xénophobie, intolérance, banditisme, omerta, consanguinité, corruption, clientélisme, etc. Voilà l'avenir que nous réserve l'immigration de masse, si nous n'y mettons pas un terme. L'ancien patron de la DGSE nous met donc en garde. Un pays qui importe en masse le tiers-monde est appelé à devenir lui-même le tiers-monde. Et ce chamboulement annoncé par l'arithmétique ne peut évidemment pas, dit-il, se dérouler sans convulsions. D'ailleurs, les convulsions sont déjà là. Pierre Brochand rappelle qu'au moment où nous parlons, 1500 portions du territoire, en peau de léopard, échappent au plein contrôle des autorités publiques, et la pression sociale qui s'exerce va à rebours de nos façons de vivre et de penser, si bien que se répand dans ces contre-sociétés enclavées une guérilla de basse intensité contre ce qui subsiste de l'État et plus généralement d'influence française, pompiers, médecins, enseignants, arbitres, etc. Et comme Pierre Brochand dispose d'une certaine profondeur historique dans l'analyse, il décèle dans ce phénomène une sorte de retour en mode mineur des insurrections coloniales. Commissariat Fortin, checkpoint, cave sanctuaire, contraste jour-nuit, lutte pour la conquête des cœurs. La politique de la ville, qu'il voit comme une ressucée du plan Constantine, où l'entraide sociale fournie par les imams vient contrebalancer l'aide sociale française. Les porteurs de valises aussi, l'omerta ordinaire ne manque, et ce n'est pas rien, que l'armature du FLN. Alors est-ce à dire, comme d'autres avant lui, que Pierre Brochand estime que nous sommes au bord de la guerre civile? Pas exactement. Pour Pierre Brochand, le terme doit être récusé pour plusieurs raisons. Il souligne d'abord que par définition, une guerre civile est une lutte armée qui oppose deux camps au sein d'un même peuple. Or, ici, les tensions ne naissent pas au sein de notre peuple, elles proviennent de l'immigration de masse. Pour Pierre Brochand, le fait générateur des troubles à venir est importé. On pourrait lui opposer qu'une part substantielle des éléments importés sont formellement français, qu'ils sont détenteurs d'une carte d'identité française. Mais pour un analyste de la DGSE, ce formalisme juridique ne change évidemment rien à l'affaire. Et d'expliquer. Le fait que les fauteurs de troubles soient majoritairement de nationalité française ne change rien au diagnostic. Nos immigrés sont entrés avec de lourds bagages culturels, religieux, historiques, qu'ils n'ont pas abandonné la frontière. Ces bagages étaient même si pesants qu'une partie de leurs arrière-petits-enfants continue de les porter. Si une guerre éclate, elle ne sera donc pas civile.
Mais Pierre Brochand récuse pas seulement le terme de civil, il récuse aussi celui de guerre. Car, dit-il, une vraie guerre civile est une lutte armée au sein d'une même collectivité entre partis organisés qui s'en disputent le contrôle, soit le basculement brutal et total d'un pays tout entier dans la violence physique concertée. Or, selon lui, il s'agit là d'une vision simpliste et surtout une vision qui empêche de voir le réel parce qu'elle installe cette idée fausse qu'il n'y aurait dans un pays que deux situations possibles. La paix civile d'un côté, la guerre civile de l'autre, et que donc il y aurait, avant que n'éclate la guerre civile, une situation qui ne pourrait être qu'une pleine paix civile. Or, Pierre Brochand nous explique, en somme, que la perspective apocalyptique d'une guerre civile est si aveuglante dans son horreur qu'elle nous empêcherait de voir le délitement et les antagonismes déjà en cours. Elle nous ferait croire que jusqu'ici, tout va bien. Or, tel n'est évidemment pas le cas, car le raz-de-marée migratoire, s'il persiste, va produire un enchaînement de dégradations à la fois sous-jacentes dans la durée et explosives dans l'instant. L'immigration actuelle, dit-il, est un fait social total dont les ondes de choc se font sentir partout. Pour les schématiser, elle ranime d'abord les clivages non négociables, c'est-à-dire non solubles en procédures. Or, les procédures, c'est exactement le procédé qui est utilisé pour faire tenir aujourd'hui nos sociétés. Donc, ces clivages non négociables font exploser les procédures, si bien que nous nous retrouverions dans une situation où, à nouveau, caractérisée à nouveau par la discorde religieuse, l'inimité coloniale, le fléau racial, le gouffre culturel, les allégeances nationales incompatibles, auxquelles s'ajoute, pour faire bonne mesure, bien entendu, l'inadéquation économique. Si nous ne sommes pas, ou pas encore, dans la guerre civile, nous ne sommes donc déjà plus tout à fait dans la paix civile et la concorde. L'immigration, phénomène social total, produit en effet produit des effets qui sont en réalité ceux d'une bombe à fragmentation, dont les dégâts se font sentir dans la totalité de la vie sociale et qui en réalité sape la vie sociale elle-même. Pour Pierre Brochand, d'ailleurs, l'épicentre de la régression provoquée par l'immigration sera la débâcle de la confiance sociale, clé de voûte des peuples heureux. Il revient d'ailleurs à plusieurs reprises sur cet aspect. L'immigration est source de malheur car elle sape les conditions du bonheur de vivre, à commencer par la paix civile. Pierre Brochand constate donc en somme que l'immigration vient ruiner le formidable acquis que représentait la pacification de la société française. Alors est-ce à dire que tout est fichu, que le malheur français devient une terrible certitude? Certes non, car Pierre Brochand prend bien garde de consteller son texte de si. La régression, la dislocation, la guerre civile larvée, et in fine le malheur, ne se réaliseront vraiment que si, et seulement si, rien n'est fait pour mettre fin au raz-de-marée migratoire. Le cri d'alarme de Pierre Brochand est donc aussi et avant tout un appel au sursaut. Pour Pierre Brochand, les solutions existent, et en réalité, tout le monde les connaît. Je le cite. Les réponses existent et sont devenues banales, mais elles sont aussi inévitablement féroces, à proportion du temps et du terrain perdu. S'il reste une petite chance d'éteindre la mèche, il n'est d'autre voie que celle d'un radicalisme sans remords. Un radicalisme sans remords, je ne sais pas si c'est un slogan porteur pour une plateforme électorale, mais c'est désormais certainement la seule attitude raisonnable, et c'est pourquoi, pour ma part, je jaugerai désormais les différents candidats qui se présentent à nos suffrages en me posant cette seule question. Seront-ils capables d'un radicalisme sans remords ? Merci Xavier Van Lierde pour cette chronique et on en discute avec Richard Desèze. J'aimerais revenir sur les solutions puisque c'était le dernier point de cette chronique, la solution qu'évoque Pierre Brochand. En réalité, on est encore dans un monde politique où on nous explique qu'il y a des alternatives à ce radicalisme sans remords, comme par exemple l'assimilation, et c'est un thème qui a secoué la sphère médiatique, en tout cas de droite, y compris la semaine dernière. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces autres solutions qui seraient probablement opposées à Pierre Brochand sur d'autres plateaux? Écoutez, s'agissant de l'assimilation, lui, il considère que c'est une dangereuse illusion. Donc, voilà, il a pris cette image des lourds bagages portés par les immigrés qui est arrivé et qui continuent d'être portés par leurs arrière-petits-fils, c'est-à-dire par la troisième génération. Et donc, voilà, un constat d'échec de l'assimilation. Du reste, il constate aussi que le fameux vivre ensemble ne fonctionne plus et que plus personne n'en veut. Donc il constate par exemple qu'il y a déjà une distribution géographique de la population qui se perd. Dans les centres-villes des grandes métropoles, les autochtones des classes sociales supérieures, qui en réalité prônent ce vivre ensemble, mais y échappent en votant en quelque sorte avec leurs pieds, en se réfugiant dans des quartiers protégés auxquels les immigrés, pour la plupart des immigrés, n'ont pas accès, tout en prônant ce vivre ensemble et en exigeant qu'il soit appliqué sur les autres portions du territoire, notamment en délestant
se délestant du surplus d'immigration jusque dans les campagnes, campagnes où l'on retrouve en l'occurrence des Français qui eux ont fui les zones occupées en allant toujours plus loin dans la France périphérique, et enfin un regroupement spontané des immigrés selon leurs origines et leurs diasporas respectives dans ce qu'on pourrait appeler les banlieues de l'immigration, qui ne sont pas des ghettos, ou alors des ghettos plutôt volontaires. Et qui sont l'illustration parfaite de ce qui pourrait attendre justement la France, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est encore des quartiers qui sont très en marge, on dit que c'est les quartiers perdus de la République, on a l'impression que ce sont de petites enclaves. Si jamais on poursuit dans la voie dans laquelle nous sommes engagés, ça va devenir un phénomène qui s'étendra sur l'ensemble du territoire. Ah bah oui, c'est ce qu'il dit, les quartiers où les seuils ont été franchis sont la vitrine de notre avenir. Et surtout, il y en a 1500. Il y en a 1500. Et dispersés sur tout le territoire. Et dispersés sur tout le territoire. Et surtout, c'est une progression même pas arithmétique, quoi. Xavier Refer en parlait il y a quelques mois sur cette antenne. Quand on a commencé à parler des quartiers qui ont changé de nom, les quartiers perdus de la République, les zones de reconquête républicaine, et entre la manière dont les politiques en parlent et la manière dont le ministère de l'Intérieur les classe, on était à 90 quartiers il y a, 20 ou 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Lui pense que le 2005, cet entretien d'ailleurs est donné à l'occasion de l'anniversaire des émeutes ethniques de 2005. Et il considère que c'est à ce moment que l'opinion française bascule définitivement dans la prise de conscience du péril que cela représente, et que, voilà, notamment s'exprime par le vote, on voit une montée en flèche du vote pour le Rassemblement national, etc., etc., mais que cette demande, exprimée, dit-il, très poliment, n'a pas été prise en compte. Et que donc le processus s'est poursuivi pendant 20 ans supplémentaires, et ces 20 ans supplémentaires aggravent tellement considérablement le problème que du coup, il n'y a plus que des solutions d'un radicalisme sans remords, alors qu'auparavant, il est encore possible simplement peut-être de couper les voies d'eau. Les solutions du radicalisme sans remords, il exprime très très bien, c'est à la fois un rétablissement très vigoureux de l'ordre public, mais pas seulement. Il s'agit aussi de couper les arrivées de cette immigration massive, mais aussi, lui dit, je crois, de dégonfler les diasporas, ce qui est une façon de dire qu'il faut aussi inverser les flux migratoires et en fait mettre en œuvre une forme de remigration. Vous parliez d'assimilation tout à l'heure, Liselotte. Je disais qu'il n'y croyait pas, ça ne signifie pas qu'il ne pense pas que certains immigrés peuvent s'assimiler, mais enfin, comme on le répète souvent sous cette antenne, ce sont des démarches quasi individuelles de s'assimiler. Lui, en l'occurrence, estime que sur le volume total d'immigrés provenant au-delà de l'Europe, il y en a de 5 à 10% qui seraient réellement et sincèrement assimilés, tandis que d'autres une majorité serait franchement hostile, et le reste serait constitué de gens dits intégrés. Mais comme il le dit dans une très très belle formule, l'intégration, c'est une sorte de CDD. C'est-à-dire qu'en fait, ça tient le temps que le contrat reste possible. Et en l'occurrence, l'intégration, c'est je me tiens tranquille, à condition que tu sois toujours en état de m'offrir soit un emploi, soit des aides sociales. Or, on le sait, la France n'est plus dans une situation budgétaire qui permettra de maintenir longtemps ce pacte-là. Tant et si bien qu'on risque de se retrouver quand même avec des tas de gens qui font à leur tour sécession et rejoignent ceux qui sont dans une position d'hostilité. Donc la situation est effectivement réellement dramatique. Quand il explique que continuer à ne pas voir les choses en face et ne pas traiter le problème, ce sont simplement des retardateurs, en réalité. Oui, je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui s'accordent sur ce constat, mais là où lui se dit la solution, elle doit être radicale, les Français, eux, prennent peur parce qu'ils réalisent que cette radicalité peut impliquer des moments assez douloureux pour la France et la société française, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français préfèrent mettre ça sous le tapis parce que il est déjà trop tard pour que tout se passe correctement quand on voudra résoudre le problème. Oui, parce que, si je peux me permettre, chaque fois qu'on a essayé de pénétrer dans ces quartiers perdus de la République, la population, raisonnablement homogène, a réagi avec violence. Autrement dit, on est en train de nous expliquer que ces quartiers sont perdus, mais régulièrement on nous dit que la police n'y rentre pas pour éviter de les provoquer, et donc on laisse s'y développer
non seulement les trafics qui permettent de financer ce communautarisme, mais surtout un esprit de corps où on perçoit la France comme un ennemi, et d'ailleurs comme un ennemi où qu'on a le droit de piller et où régulièrement des razzias sont lancées depuis ces quartiers perdus de la République, avec à chaque fois une réponse la plus faible possible de la part des autorités qui voient bien le brasier, mais qui imaginent le pays entier illuminé en fait. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'État. Jusqu'ici, l'État n'a pas voulu reprendre le contrôle de ces quartiers. Pierre Brochant, qui, de par son parcours et ses fonctions, connaît la puissance de l'État et sa capacité à traiter des problèmes autrement plus graves. L'État, c'est capable de faire la guerre quand même. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer cette capacité. En revanche, la volonté est absente. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait pas parce que le coût politique est important. Mais il y a même une volonté inverse en fait. La volonté inverse, parce qu'en fait, pour l'instant, on est dans les accommodements et les petits arrangements. Et comme elle le dit très très bien, en fait, les petits arrangements ne font que retarder le moment où il faudra prendre des décisions, et que plus on les retarde, plus ces décisions devront être radicales. Les petits arrangements, c'est très simple, ces petits arrangements pour acheter la paix sociale, voire des gains électoraux désormais, sans secouer le cocotier. Donc, ce sont des concessions qui se pratique à tous les échelons, dit-il, la politique de la ville, ça c'est au niveau national, les compromissions municipales, et puis des tractations même avec un début d'autorité alternative, les imams d'un côté, les caïds, les grands frères. Bref, depuis 20-30 ans, on est dans cette situation-là, qui résume par la célèbre formule de la Dubarry, encore une minute, monsieur le bourreau. Alors, j'ai même l'impression qu'on est allé un peu plus loin. Nous recevions hier le député Olivier Servat, donc guadeloupéen, membre du groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, et il nous expliquait qu'en fait, son parti utile était fait pour donner le pouvoir à ce qu'il appelle la France visible, qu'il évalue à 15% de la population française. Donc, bien sûr, toutes les personnes issues des territoires d'outre-mer, mais il y ajoute les Maghrébins, les Africains. Et donc, voilà, cette population de 15%, pour lui, est appelée, en fait, à être beaucoup plus présente dans les structures de l'État. Il a voté, seul député de son groupe à avoir voté la censure, parce qu'il reprochait, en fait, au gouvernement de Lecornu de n'avoir que des Blancs et pas un seul membre de la France visible, enfin, une fois plus, ce qu'il appelle la France visible. Et donc, on sent de la part de ceux qui sont aux commandes en France, parce que Monsieur Servat donc est député, il est expert comptable, il est agrégé d'économie, donc c'est quelqu'un de parfaitement inséré dans la société française. Et en même temps, donc son but, c'est de donner le pouvoir, en fait, en tout cas une partie importante du pouvoir légal et institutionnel à cette France visible qui, pour le moment, en fait, est partagée entre un soutien de la part des puissants qui ont peur de l'immigration et la base qui, elle, considère, comme les patriotes de la diversité nous ont expliqué aussi sur cette antenne, qu'en fait, ils sont chez eux. Oui, c'est avec ce type de définition de la France, en réalité, la France serait la diversité. Et d'ailleurs, pour M. Servat, la France est une idée. Voilà, la France est une idée. La France se caractérise par la diversité, et que donc, si on n'est pas favorable à cette diversité et à un surcroît de diversité, en réalité, c'est nous qui nous metterions en dehors de la France. Le moindre des mérites du texte de Pierre Brochant est de rappeler que ce n'est pas le cas. Pierre Brochant promeut une vision réaliste de ce qu'est la France. C'est-à-dire la France, c'est un peuple, une histoire, une terre. Et des liens entretenus entre ce peuple, cette histoire et cette terre. Tant que nous resterons dans les abstractions, nous ne nous en sortirons pas. Nous ne pourrons pas regarder en face le destin qui est le nôtre. Comme vous l'avez rappelé, ce député, mais aussi une forte proportion des gens venus d'ailleurs, eux ont parfaitement conscience que la France n'est pas seule, est quelque chose d'incarné. Ils veulent l'abattre. Ça, la terrible réalité. Beaucoup de gens ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce que nous sommes ce que nous sommes. Donc il est temps dans cette situation de nous remettre, et c'est ça aussi, un radicalisme sans remords, à accepter de nous envisager pour ce que nous sommes. Dans une situation où tout le monde s'envisage de cette façon-là. Oui, les seuls à ne pas avoir en fait d'identité revendiquée, ce sont les Français d'une certaine manière, parce que
les uns nous expliquent que c'est une pure idée républicaine et que c'est liberté, égalité, fraternité, diversité, laïcité, voilà, donc des concepts. Et alors que tous les autres, mais y compris les Américains, les Russes, les Chinois, les Sénégalais, les habitants du Kampuchea, tous, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, affirment en fait qu'ils sont un peuple. Absolument. La quadrature du cercle, qui est absolument épouvantable, c'est que cette vision abstraite et ouverte de la société ne peut en réalité perdurer que si on ferme la porte. Vous voyez le paradoxe complètement incroyable. Comme nous sommes les seuls à avoir cette vision complètement absurde et flottante, la seule façon de la faire perdurer, c'est de ne pas la mettre en contact avec le réel qui frappe à notre porte. Or, le réel ne fait pas seulement frapper à notre porte, il est déjà là. Et donc on a une communauté nationale qui vit dans cette abstraction, dans une idée post-historique, dans laquelle le tragique n'existe pas, les identités n'existent pas, l'histoire n'existe pas, parce que tout est mouvant, fluide, non défini. Les gens qui ont frappé à la porte, qui sont entrés, qui sont désormais bien installés au cœur du système, eux considèrent que si, l'histoire ça existe, mais que c'est leur tour. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette prise de parole de Pierre Brochand, c'est aussi qu'elle démontre une fois de plus l'aveuglement total de notre classe politique et médiatique, puisque on en a relativement peu entendu parler, et pourtant cette classe-là nous explique en permanence les vertus des techniciens, des analystes. On s'en rapporte souvent à la science, c'est ce que nous expliquait Jonathan Sturel tout à l'heure. Il y a cette volonté de rendre tout très concret, chiffré, analysé. En termes d'analyse, je pense que Pierre Brochand est ce qu'on peut faire de mieux sur le sujet, puisqu'il a la connaissance du terrain, il a les chiffres, il a l'expérience. Donc c'est le genre de personnalité qui normalement devrait être entendue et même adulée par cette classe politique qui adore ce genre de profil. Et dès que la conclusion ne leur plaît pas, eh bien en fait, la personne est complètement éjectée du système. Absolument. Et c'est vertigineux parce qu'en réalité, alors là, je m'avance, c'est une hypothèse. Je pense que Pierre Brochand rend désormais public les conclusions des rapports qui étaient précédemment remis dans le cadre de ses fonctions à nos dirigeants depuis 20 ans. Voilà, en fait, voilà, il publie dans le Figaro les conclusions d'Elnotte qu'il devait rendre depuis 20 ans, depuis 2005 à nos dirigeants, et constatant qu'elles ne sont jamais prises en compte, eh bien, il les met sur la place publique en appelant en réalité les Français à un sursaut. Ce texte est extrêmement touchant et j'invite vraiment les auditeurs à le lire et à le découvrir dans le Figaro Magazine ou sur le site du Figaro, car en réalité, Pierre Brochand ne s'adresse plus aux dirigeants, il s'adresse aux Français. Il leur demande de reprendre leur destin en main et il leur demande de le faire car l'enjeu, c'est la continuité historique de la France, c'est sa survie, mais c'est aussi le bonheur des générations futures. La conclusion de son article, c'est je ne sais pas si nous parviendrons à prendre ces mesures d'un radicalisme sans remords, si nous en aurons encore le courage et l'estomac, mais ce dont je suis sûr, c'est que si elles ne sont pas prises, nous ne préparons pas des lendemains qui chantent aux générations à venir. Or, nous avons des devoirs, certes, envers la France et le pays, mais nous avons, en tout cas, en tant qu'adultes, d'immenses responsabilités à l'égard des générations à venir. Donc, chers auditeurs, on peut même vous inciter à diffuser ce texte autour de vous pour essayer de lui donner la résonance qu'il n'a pas eue par ailleurs dans les médias. Vous pouvez aussi évidemment partager cette émission et la chronique de Xavier Van Lierde. Il nous reste 1 minute, je crois. Franck valide. Il reste quand même de l'espoir, c'est aussi ce qu'on peut retenir. C'est que vous le dites, il parle au conditionnel, c'est si on ne fait rien... Il parle avec de l'espoir. Je pense qu'il ne place plus d'espoir dans la classe dirigeante, mais il continue à avoir l'espoir que les Français, eux, soient capables d'un sursaut et qu'ils soient à la hauteur de l'événement. Vous savez, la DGSE a de très profondes racines qui plongent dans l'histoire de la résistance, et je pense que Pierre Brochand, c'est aussi un certain type humain. En fait, c'est un type humain de gens qui, confrontés à des situations dramatiques, sont capables de prendre leurs responsabilités, même en dehors des institutions, même en dehors du formalisme. Et alors, je ne dis pas que Pierre Brochand invite à créer des réseaux de résistance, mais en tout cas, il invite les Français à retrouver un esprit de résistance et de ne plus tout attendre d'autorités qui, à l'évidence, ont failli, sont dans une forme de collaboration avec l'ennemi et se laissent pencher sur la voie du déclin.
Il y a des petits parfums d'appel au sursaut, au peuple. Enfin, c'est un texte qui a d'ores et déjà une forme de résonance historique. Quelle que soit l'issue, je pense qu'on s'en souviendra comme un des moments où le sursaut était ou a été possible ou a été lancé. Voilà. Mon chers auditeurs, on va essayer d'être à la hauteur donc de cet appel et encore une fois, on vous invite à vraiment partager cette analyse autour de vous parce que ça peut réveiller les esprits qui seraient encore endormis. Ils sont désormais peu nombreux et puis voilà, inciter les gens à agir, à se rassembler aussi parce que ça reste très important. Xavier Malnierne, merci beaucoup pour cette chronique, merci pour cette discussion et je vous dis à mercredi prochain. Merci Richard Dessès d'avoir mené cet entretien avec moi. Merci à vous.